Bonjour. Théodore Wiesengrund Adorno, dialectique négative, deuxième partie. Marx a hérité de Kant et de l'idéalisme allemand la thèse du primat de la raison pratique et l'a aiguisée en l'exigence de changer le monde au lieu de simplement l'interpréter. Mais l'honneur que Kant fait rendre à la liberté en voulant la purifier de tout ce qui lui porte atteinte condamne en même temps par principe la personne à la non-liberté. La conscience morale est la souillure de la société non libre. Il n'y a pas de conscience de soi sans société. De même qu'il n'y a pas de société par-delà les individus qui la composent. L'unité de la personne est le lieu de la doctrine de l'intelligible. L'impératif brutal de Nietzsche, il faut pousser ce qui tombe. Après le projet de paix perpétuelle de Kant, les panégyriques de Hegel en faveur de la guerre ne peuvent plus se retrancher derrière la naïveté due au manque d'expérience historique. Le seul fait que Hegel doive parler au pluriel des esprits des peuples trahit le caractère dépassé de leur prétendue substantialité. L'ontologie des animaux imite l'antique animalité des hommes, sans cesse à nouveau reconquise. L'esprit du monde est sa propre contradiction. Ce qu'il y a d'animalisé dans la raison autoconservatrice expulse l'esprit de l'espèce qui le vénère. Dans la société sans conscience, la violence du naturel se reproduit et s'amplifie. Le bonheur n'est pas un invariant, seul est un invariant le malheur qui trouve son essence dans la perpétuation du même. On appelle heureux celui qui est en harmonie avec lui-même. Les époques de bonheur sont les pages blanches de l'histoire. Le bonheur consisterait uniquement à se libérer de la particularité conçue comme le principe universel sans qu'une réconciliation soit possible avec le bonheur humain individuel, ici et maintenant. L'objectivité de la vie historique est celle de l'histoire naturelle. L'histoire humaine, celle de la domination croissante de la nature, continue l'histoire inconsciente de la nature. Manger et être mangé. Ironiquement, Marx était darwiniste social. L'esprit du monde d'Hegel est l'idéologie de l'histoire naturelle. Pour lui, l'histoire naturelle s'appelle esprit du monde. À cause de sa violence, la découverte centrale de Walter Benjamin est le moment où nature et histoire deviennent l'un à l'autre commensurables, c'est celui de la ruine. Les dramaturges baroques se font une idée de la nature comme d'une ruine éternelle. L'histoire siège dans les signes qui écrivent la ruine. C'est la transmutation de la métaphysique en histoire. Elle sécularise la métaphysique dans la catégorie séculière, absolue, celle du déclin. Aucune mémoire de la transcendance n'est plus possible si ce n'est par l'intermédiaire de la ruine. Le tremblement de terre de Lisbonne suffit à guérir Voltaire de la théodicée laptisienne. Sentiment qui s'érige après Auschwitz contre toute affirmation de la positivité de l'existence. Le fait que dans les camps, ce n'était plus l'individu qui mourait, mais l'exemplaire. Le génocide est l'intégration absolue qui se prépare partout où les hommes sont nivelés. Il n'est pas rare que des hommes réfléchis et des artistes aient noté un sentiment de n'être pas tout à fait présents, comme s'ils n'étaient pas du tout eux-mêmes, mais une sorte de spectateurs. C'est là-dessus que Kierkegaard a fondé sa polémique contre ce qu'il appelait la sphère esthétique. Sous la contrainte, les vivants ont le choix entre une ataraxie forcée, esthétisme par faiblesse, et l'abrutissement de celui qui est impliqué. Tous deux sont fausses vies. La dialectique négative réclame l'autoréflexion du pensée. Ceci implique que pour être vrai, ce pensée doit aussi penser contre soi-même. Auschwitz a prouvé de façon irréfutable l'échec de la culture. Que cela ait pu arriver au sein même de toute cette tradition de philosophie, d'art et de science éclairée ne veut pas seulement dire que la tradition, l'esprit, ne fut pas capable de toucher les hommes et de les transformer. Qui plaide pour le maintien d'une culture radicalement coupable et minable se transforme en collaborateur, alors que celui qui se refuse à la culture contribue immédiatement à la barbarie que la culture se révéla être. La métaphysique est fondue à la culture.
Aucune parole résonnant de façon pontifiante, pas même une parole théologique, ne conserve non transformé un droit après Auschwitz. Dire que la mort est toujours la même est aussi abstrait que non vrai. Le nom du corpus de la mystique juive, la Kabbale, signifie tradition, le fait que le monde fini soit plongé dans ce tourment infini selon un plan divin, devient par tous ceux qui n'occupent pas les affaires du monde cette démence qui s'accorde si bien avec la conscience normale et positive. Schopenhauer était idéaliste malgré lui-même, un énonciateur de l'emprise. Il est toutefois tentant de rechercher le sens, non dans la vie en général, mais dans les instants de plénitude. Au terme clé de vide et d'absurde s'associe celui de nihilisme. Nietzsche employa et adopta l'expression de Jacobi dénonçant le christianisme comme négation institutionnalisée de la volonté de vie. Dans le néant culmine l'abstraction et l'abstrait, ce qui est rejeté. Le Kant de la critique de la raison dans la doctrine des idées a déclaré que sans métaphysique, la théorie n'est pas possible. Dans les pays anglo-saxons, Kant est fréquemment désigné d'une façon euphémique, comme agnostique. Cette simplification monstrueuse n'est pas un pur non-sens. Le plaisir désintéressé de l'esthétique transfigure l'esprit et le rabaisse en se contentant de contempler, d'admirer et finalement de vénérer aveuglément et hors de propos tout ce qui a bien pu être fait et pensé. Sans se préoccuper de son contenu de vérité, la philosophie devient une manifestation de l'esprit qui est objet de curiosité. Faust, par les vers « J'entends bien le message, seule la foi me manque », interprète sa propre émotion qui le retient de se suicider. L'œuvre ne décide pas si sa progression contredit le scepticisme de l'homme, pensant émancipé, ou si son dernier mot est à nouveau un symbole, rien qu'une image est séculaire. La transcendance en l'image de la totalité d'une immanence accomplie. À celui qui met la transcendance aux arrêts, on peut reprocher à juste titre, comme l'a fait Karl Kraus, un manque d'imagination, une hostilité envers l'esprit et en elle une trahison de la transcendance. Si par contre, aussi lointaine et faible soit-elle, la possibilité du rachat était complètement supprimée dans les temps, l'esprit deviendrait illusion, le sujet fini, conditionné, simplement étant, serait finalement déifié comme porteur de l'esprit. C'est à ce paradoxe du transcendant que répondit la vision rébaldienne d'une humanité libérée de l'oppression comme vraie divinité. Si parmi toutes les étoiles, seule la Terre était effectivement habitée par des êtres doués de raison, ce serait là un fait métaphysique. À la fin, ce seraient les hommes qui seraient vraiment les dieux, mais seulement les dieux sous une emprise qui les empêche de le savoir. La dogmatique chrétienne, qui pensant ensemble le réveil des âmes et la résurrection de la chair, était plus conséquente d'un point de vue métaphysique et, si l'on veut, plus éclairée que la métaphysique spéculative. La connaissance penche sérieusement du côté de la mort absolue. C'est ce à quoi mène l'idée de vérité. Celui qui croit en Dieu peut du même coup ne pas y croire. La possibilité que représente le nom divin est maintenue par celui qui ne croit pas. Le train du monde, troublé et détérioré, est, comme chez Kafka, incommensurable, même avec le sens de sa pure absurdité et cécité. Tout bonheur est un fragment du bonheur entier qui se refuse aux hommes. L'œuvre de Nietzsche regorge d'invectives contre la métaphysique, mais aucune formulation ne la décrit plus fidèlement que celle de Zarathustra. Seulement fou, seulement poète. Au sot, je préfère les fous. La folie est la vérité. L'art est apparence. Il faut se demander si la métaphysique, comme savoir de l'absolu, est seulement possible sans la construction d'un savoir absolu, sans cet idéalisme. La dialectique pense l'absolu, synthèse de l'identité. La dialectique n'est pas le tout. Il appartient à la détermination d'une dialectique négative de ne pas se reposer en elle-même comme si elle était totale. Les identifications de l'absolu le transposent en l'homme, d'où provient le principe d'identité. Elles sont des anthropomorphismes. Aucun absolu ne peut être exprimé autrement que dans les matériaux et les catégories de l'immanence, sans que ni dans sa conditionnalité, ni dans son propre concept global, cette dernière ne soit déifiée.
La métaphysique, de par son propre concept, n'est pas possible comme chaîne des jugements déductifs sur les temps. Elle ne peut pas davantage être pensée sur le modèle d'un absolument différent qui serait un défi effrayant pour le penser. Aussi la métaphysique ne serait-elle possible que comme constellation lisible de l'étang. Le penser est un comportement, contient en lui le besoin, le désir et en premier lieu la nécessité vitale. Le moteur du besoin est celui de l'effort qui comprend le penser, comment faire. Comme faire. Le besoin dans le penser veut qu'on pense. La philosophie est ce qu'il y a de plus sérieux, mais elle n'est pas non plus si sérieuse que cela. Rejet de l'ouvrage et accord tacite de ne pas y toucher. Pour Habermas, Adorno laisse derrière lui un terrain chaotique. Dans la dialectique négative, Adorno ne pense pas en fonction de l'influence historique, mais de façon utopique. Il était fasciné par l'idée de la bouteille à la mer, transmettre une vérité au monde, sans la lui livrer, sans s'y donner complètement, sans se laisser prendre par le processus historique de la récupération et d'assimilation. On lui reprochait de se laisser aller à la résignation. Ce qui a été pensé peut être réprimé, oublié, se perdre, mais on ne peut nier qu'il en reste quelque chose. Car le penser comporte un moment d'universalité, ce qui a été pensé de façon pertinente doit nécessairement être pensé par d'autres. Il convient de chercher la clé ou le principe de ce penser hermétique. Il n'y a pas de continuité dans l'œuvre, et saisir la quintessence se trouve interdite par l'indication apocryphe de l'avant-propos. Tentative de désigner un secret tout en le gardant. Selon Adorno, sans une source secrète de lumière, on ne saurait comprendre la dialectique négative. C'est l'écrit de Freud, la dénégation, affirmation d'Adorno selon laquelle c'est seulement si elle ne se laisse pas résumer que la philosophie n'est pas superflue. En dépit de son hermétisme, de sa langue abrupte et taillée au burin, on ne peut y échapper qu'en détournant le regard ou en fermant les yeux, en découvrant un gestus du penser. La dialectique est la conscience rigoureuse de la non-identité. Adorno est un intellectuel qui philosophe. Selon Habermas, le lecteur a l'expérience analogue de la prise en défaut sur la place du marché d'Athènes, il y a plus de 2000 ans. Ce qui est en cause, ce n'est pas la conservation du passé, mais la réalisation des espoirs du passé. L'ouvrage est une représentation de l'histoire du pensée, et, aussi loin qu'on puisse la suivre, dialectique de l'Aufklärung. Autodestruction de l'Aufklärung, retournement du pensée contre sa propre histoire qui fut poussée en avant par un principe totalitaire s'emparant de tout, celui de la rationalité identificatrice, tirant la leçon de son échec définitif. L'élan qui anime l'ouvrage consiste à confronter la promesse d'une totalité rationnelle avec la réalité d'une ratio totalitaire. Un marxisme déçu et critique déplore la révolution ratée et se tourne par nécessité, à nouveau vers la philosophie. Opposition entre philosophie et réalisation de la philosophie, du fait que l'histoire comme quelque chose pouvant être construit n'est pas le bien, mais l'horreur, le penser, est en fait un élément négatif. Moteur de l'autocritique du penser contre l'accomplissement de l'Aufklärung en système, cet élément parvient à la conscience de soi contre le rationalisme considéré comme principe de construction de l'histoire. Thèse de l'identité et de la non-identité avec la prétention de réaliser l'absolu. Unité de la raison et de la liberté, du clos et de l'ouvert, renfermant l'irrationalité, la non-liberté, qui ne peut s'imposer que sous l'aspect d'une réalisation, ou mieux encore, d'une perte. Contradiction entre liberté et pensée qui demande à être méditée. Le penser s'inverse en son contraire dès qu'il veut déboucher sur la positivité, le faisable, l'unité, renonçant à toute prétention et identifiant sa vérité à la domination. L'Aufklärung, la raison comme émancipation de l'homme par rapport à la nature, comme transmutation de la peur en domination, pousse cette contradiction à la limite et culmine dans la domination universelle du système de sa rationalité, réussissant dans sa volonté d'une domination universelle de la nature, et échouant nécessairement dans la réalisation de la liberté du fait de sa contradiction immanente. Ce n'est que dans cet échec qu'on peut percevoir sa vérité. Un pensée rationnel doit contre lui-même tirer de l'histoire son institutionnalisation, retournement critique contre la totalité ou sa propre dynamique en tant qu'identité de l'autre. C'est perdu.
Émancipation qui vise non un idéal d'une société juste, mais se dégageant d'une société fausse. La philosophie se rappelle son devoir de résistance radicale, de critique dirigée contre elle-même. Tournant autocritique de la philosophie dans son rapport avec le marxisme, c'est dans la praxis que l'homme a à faire preuve de la vérité, c'est-à-dire de la réalité et de la puissance de son pensée, la preuve que ce pensée est de ce monde. Le débat sur la réalité ou la non-réalité d'un pensée isolé de la pratique est une question purement scolastique. Adorno tient une critique de la philosophie de l'histoire et la désigne comme l'esquisse d'une préhistoire du sujet. Toute philosophie tourne autour de la preuve ontologique de l'existence de Dieu. Il appartient à la détermination d'une dialectique négative de ne pas se reposer en elle-même, comme si elle était totale, c'est là sa figure d'espérance. Un tel pensée est solidaire de la métaphysique, à l'instant de sa chute. C'est parce qu'il conçoit l'utopie, non pas dans la construction métaphysique de l'absolu, mais dans cette théologie drastique de laquelle la conscience affamée des vivants ne peut se sentir que spoliée à travers la consolation de l'idée, qui ne peut la saisir autrement que comme apparence. Ernest Bloch. Distinction irréductible entre immanence et transcendance. L'expérience transcende la connaissance. Merci.